Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre causerie débat avec nos invités en plateau. Eric Wourou que nous recevons pour vous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va, ça va. Nous rendons grâce au Seigneur. Voilà, vous êtes politiste. Vous êtes en compagnie de Brunel Merinade aussi, journaliste. Bonsoir à nouveau. Bonsoir Romuald, bonsoir Eric, bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà, Marofo Abiola Boussari, bonsoir à nouveau. Bonsoir Romiad. Oui, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir le plateau. Voilà, deux sujets à aborder avec vous. Le premier, c'est bien cette tournée d'explications sur les acquis du programme d'action du gouvernement en ce qui concerne le secteur de la santé. Voilà, le ministre donc Benjamin Hunkpati est en tournée pour expliquer un peu ce que le pays a gagné durant donc cette gouvernance de 5 ans de Patrice Talon dans ce domaine. Qu'avez-vous observé pendant ce temps en termes d'avancée sanitaire ou d'un certain de gouvernance sanitaire au Bénin? Eric Wourou. Ok, merci Romuald, merci chers téléspectateurs. En matière de santé au Bénin, nous pouvons noter quand même des avancées notoires depuis l'arrivée du régime de Patrice Talon et des avancées notamment pour assainir le milieu de la santé, parce qu'autrefois, vous voyez, il y avait, à mon avis, un certain désordre dans le monde de la santé. La santé, quand même, il me semble, est fondamentale pour un État. Parce que sans la santé, nous ne parlerons pas de l'économie, sans la santé, nous ne parlerons pas de développement. Alors, pour amorcer tout développement, il paraît important de se préoccuper tout particulièrement du monde de la santé. Ce qu'a su bien faire le chef de l'État. Et en fait, vous voulez dire la santé, notre santé d'abord, et puis... La santé d'abord. Oui, tout à fait. Avant le développement, je pense qu'il faut aborder la question de la santé. Santé, sécurité, éducation, voilà, je dirais, les 3 piliers d'une société. Et donc, en matière de santé, nous parlions tantôt, en matière de santé, nous pouvons quand même noter certaines avancées, notamment la régulation du monde de droit de grève, de droit de grève. Et c'est passé peut-être inaperçu, mais cette question de faux médicaments, des médicaments non recommandés, c'est quand même une avancée notoire, parce qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, certes, le phénomène n'a pas totalement cessé, mais ça a énormément reculé. Ça a beaucoup reculé en ce sens que aujourd'hui, lorsque vous allez vers les bonnes dames, et celles-là, les dames d'Adjekounle, comme on aime bien le dire, mais ces faux médicaments sont pratiquement des denrées rares. Bon, de toute façon, Adjekounle n'existe plus. Alors, Ça n'existe voilà, en attendant de vous retrouver, parce que je sens que vous avez beaucoup à dire. Brunel Merinade aussi. Voilà, là, une tournée qui est initiée pour quand même parler un peu des acquis dans le secteur de la santé. Oui, c'est vrai que quand on fait des tournées, souvent on ne relève pas ce qu'on a retenu, ce qu'on a fait depuis plusieurs années dans le domaine de la santé, alors que c'est un aspect assez primordial, c'est un aspect qui touche aussi bien tous les autres que toute la population en réalité. Et Eric en parlait tout à l'heure, c'est vrai, les faux médicaments, une lutte féroce qui a été faite contre les faux médicaments. Aujourd'hui même, est-ce que c'est possible de retrouver une femme avec les box là, sur la tête, avec des plaquettes dedans? Je ne pense pas. Moi, je n'en vois plus en tout cas. Donc, franchement, arriver à réguler cette situation-là, ça c'est vraiment un pari bien gagné, parce que justement, ces médicaments, avec toutes les conséquences que ça a sur la santé des populations, personne n'arrivait réellement à les jauger, à les mesurer, alors qu'il y en avait beaucoup. Également, on peut noter la régulation de ce secteur-là au niveau disons, des médecins ou autres pratiquants de la santé qui, à un moment donné, devraient choisir entre la clientèle privée et la clientèle publique. Ça a, disons, vraiment réaménager les choses, parce que chacun désormais sait que
quand je vais recevoir quelqu'un en consultation, c'est que je le fais parce que j'y gagne mon pain. Pas seulement parce que j'attends encore, ma clinique est de l'autre côté, je priorise ma clinique plutôt que le service public qui ne me rapporte pas forcément. Ce n'est plus une obligation en réalité de rester dans le secteur public. Vous devez choisir, et je pense que ça a amené beaucoup de personnes à choisir leur destin tout simplement, et a permis au gouvernement de savoir comment réaménager, comment restructurer le secteur public pour quand même que ce secteur public reste l'élément phare, reste, disons, comment est-ce qu'on appelle ça, une référence en matière de santé, Et également, il y a eu les équipements. Plusieurs centres de santé ont été équipés en matériel qui, depuis des années, manquaient dans les centres de santé. Parfois, vous allez à l'hôpital, vous ne pouvez pas faire une analyse parce que le matériel est défaillant. Il faut aller peut-être dans une clinique privée et ça coûte excessivement cher. Donc, tout cela a été fait. Et donc, cela mérite aujourd'hui une tournée d'explication. Absolument, parce que souvent, on oublie très vite. Alors que c'est justement tout cela qui nous permet aujourd'hui, par exemple, au CHUD de Parakou, vous allez au CHUD de Parakou aujourd'hui, vous avez un certain nombre de matériel à votre disposition. Si ce n'était pas fait, les populations resteraient toujours dans ces moments de précarité depuis des années. Très bien. Vous trouvez aussi que c'est opportun une tournée pareille? Véritablement opportune, et je vous l'avais déjà dit, je reste focalisé en disant que nous avons face à une gouvernance esthétique. Vous savez, en fait, les actions, vous adorez bien le mot esthétique. Les actions ne sont mieux comprises que lorsque ceux pour qui elles sont réalisées, elles sont faites, on a compris le but et la portée. Et c'est donc dans cet exercice que le ministre s'est livré. Donc, pour cet exercice, allez expliquer de fond en comble ce qui se passe, parce que il y a l'intoxication, il y a les gens qui ne comprennent pas véritablement ce qui se passe. Je ne vais pas rappeler les actions dans le domaine de la santé. Ces actions déjà évoquées par mes collègues, parce qu'il faut que le débat évolue. Il y a également la CAMU. La centrale d'achat des médicaments essentiels. Exactement, qui a été réorganisée. Il y a également les internes, ceux-là qui sont en fin de formation à la FS7, des sciences, voilà, de la santé. Exactement, des heures supplémentaires et autres. Il y a la grève qui a été réduite parce que vous savez, lorsqu'il y a grève, c'est des gens qui sont dans les hôpitaux, qui vont tomber, qui vont mourir peut-être, on ne souhaite pas. Donc c'est autant de choses qui véritablement ont permis d'assainir le secteur et ont permis de donner à tout un chacun, à tous ceux-là qui veulent exercer et qui exercent le métier. D'ailleurs, d'abord, ceux qui exercent le métier, à bien l'exercer et pour le bonheur et le bien-être de tous, à pouvoir être concentrés sur ce qu'ils font. Et ceux-là qui veulent exercer ce métier, à le dire, bon, voilà, tout est organisé. Vous savez, lorsque c'est organisé, on a la fierté de dire que nous avons embrassé un chemin dont l'avenir est prospère. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport aux équipements. Et dit, le gouvernement a véritablement joué son rôle et a véritablement fait tout ce qui est de son pouvoir pour que les hôpitaux soient véritablement équipés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un hôpital en construction à Bobek-Calavi de grande envergure. Mais on ne peut pas parler de la santé sans parler de la Covid-19. Je m'en voudrais de ne pas évoquer la Covid-19. Vous avez vu la stratégie de riposte du gouvernement. Vous avez vu comment tout a été mis en place de façon à ne pas compromettre le vivre ensemble, de façon à ne pas compromettre le quotidien de tout un chacun de nous. Il n'y a pas eu confinement. Il y a cordon sanitaire. Après cordon sanitaire, il y a eu fermeture des bars, des églises et autres. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Lorsque nous avons pu véritablement cerner le mal, véritablement maintenu le mal, il y a eu ouverture. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Le gouvernement
a opté pour des mesures sociales. Et donc, en général, la gouvernance sanitaire, vous trouvez que, justement, vos regards sont positifs vis-à-vis de la gouvernance sanitaire. On va évoluer, parce que je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce secteur de la santé. Certainement, on y reviendra puisque la tournée se poursuit. Et donc, Brunel Merinadé aussi, certainement, vous avez eu l'opportunité de suivre ou de lire la tribune de Jacques Ayagui qu'il avait promis quand il passait justement sur E-Télé à la faveur donc de l'entretien. Et vous avez suivi notre consultant politique, véritablement. La tribune de Jacques Ayagui, elle s'offre aujourd'hui à la jeune génération pour comprendre un certain nombre de choses parce que nous avons entendu beaucoup de choses par le passé, nous entendions certaines choses et depuis peu. Et aujourd'hui, la tribune de Jacques Ayagui, quelle analyse faites-vous de tout ça? Moi, quand j'ai pas eu le temps de tout lire quand même, mais j'ai lu quelques lignes et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est vrai que pour beaucoup de jeunes, c'est un peu compliqué de revenir sur les documents et toutes ces vidéos qu'on nous diffuse peut-être à l'orée, bien à l'approche de l'anniversaire de cette conférence des forces vives de la nation. Et Jacques Ayagui aujourd'hui nous fait en quelque sorte un résumé, mais aussi une analyse de sa part par rapport à tout ce qui s'était passé. Et surtout, sa posture, il était étudiant ou autre, et aujourd'hui il en tire des leçons. Les leçons, moi, je retiens à son niveau quand même qu'il est resté quand même assez pessimiste par rapport à ce que la conférence nous a apporté aujourd'hui. Est-ce que réellement la conférence nous a permis de vaincre la fatalité ou de régler tous nos problèmes? C'est vrai, on ne peut pas régler tous les problèmes en une assise et on l'a toujours dit sur nos plateaux ici, il faut plutôt des compromis pour pouvoir sortir d'une situation délicate pour régler un problème précis. Mais on a compris, ou plutôt on a pensé à un moment donné que tous nos problèmes étaient déjà réglés grâce à cette conférence-là, alors que non, nous avions encore beaucoup d'autres problèmes qu'il fallait gérer, mais que nous avons plutôt voulu ignorer pour sauvegarder ce bout de papier, les décisions de ce bout de papier au détriment donc du règlement de ces problèmes. Et oui, c'est vrai, ça a eu des impacts aussi dans les années qui ont suivi parce qu'il y a eu plusieurs gouvernances, mais est-ce qu'en réalité, à part le fait, c'est vrai que c'est un élément important d'aller et de revenir, de vaquer quand même quelque peu à ses occupations, d'être dans une ambiance de sérénité, est-ce que notre environnement, est-ce que nous avons évolué personnellement au cours des années. Et donc, vous voulez dire au-delà de la liberté, parce qu'on ne l'avait pas véritablement lors de la période révolutionnaire, donc la liberté, la démocratie. Oui. Est-ce que nous avons allié à cela le développement, oui, l'évolution que chacun devrait avoir. Moi, je pense que pas forcément. Et aujourd'hui, on en paie les prix. Parce que quand on met en place des réformes pour nous dire non, c'est comme ça qu'il faut gérer le bien public, c'est comme ça qu'il faut faire pour que dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants puissent bénéficier de tel niveau de santé, de tel niveau de vie ou autre, c'est compliqué pour nous. Alors que nous vivons comme si on allait mourir aujourd'hui ou bien comme si demain n'existait pas. Alors que nous avons fait des enfants qui doivent justement grandir et bénéficier de quelque chose. Quand on met en place quelque chose, il faut pouvoir hériter de quelque chose, mais il faut pouvoir léguer, j'allais dire, préparer à la jeune génération. Tout à fait. Éric Gourou, sur cette question, le consultant politique qui expliquait justement, et d'ailleurs Jacques Ayagui l'a rejoint sur beaucoup de points, qui estimait que pour vaincre la fatalité au travail, comme le disait Feu Albert et Thévo Aigret, vous avez lu également la tribune de Jacques Ayagui. Oui, comme Brunel tantôt le disait, j'ai parcouru quelques lignes, je ne l'ai pas lu profondément, mais je pense quand même d'une façon globale que Jacques Ayagui, comme tout citoyen, est libre d'opiner sur l'évolution politique de notre État, de notre pays. Et je parlais tantôt d'évolution.
Jacques Ayadi s'est replongé un peu dans notre passé politique et dans ce passé, on se rend compte qu'une assise avait permis à notre pays d'aborder une nouvelle ère, l'ère du renouveau démocratique. Maintenant, cette ère ayant été abordée, tout comme Jacques Ayadi a su bien le dire, passons à autre chose. Passons à autre chose en ce sens que l'ère du renouveau démocratique a été à un moment donné un besoin pour notre nation. Un besoin au regard des crises et situations difficiles parce que les salaires étaient impayés, parce qu'il y avait d'affaires que l'État traversait en son temps. Mais écoutez, nous n'allons quand même pas demeurer stagnés dans notre histoire. Un peuple évolue. Alors, c'est tout à fait normal qu'après avoir abordé l'ère du renouveau démocratique, que nous puissions avancer. L'évolution d'une nation, ce n'est pas que la démocratie. Aujourd'hui, nous entendons tout le monde évoquer la question de développement. Écoutez, développement ne fait pas démocratie. Pardon, démocratie n'est pas forcément développement. À partir du moment où nous avons déjà cette denrée de la démocratie, il est temps que nous passions à la question de développement. Et je pense que c'est un peu dans cette logique que Jacques Ayadi a abordé, et tout à fait, il a plutôt un souvenir pas très radieux de la période d'avant la conférence. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Oui, pour finir. Exactement, vous savez, ça me rappelle quand même l'ancien président sud-africain Nelson Mandela qui dit « Nulle part au monde, il n'y a de voie facile vers l'indépendance. Certains d'entre nous auront à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, encore et encore, avant que nous n'atteignions le sommet de la montagne de nos désirs. » Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je lis la tribune de Jacques Ayadi, je me rends compte qu'il est en train de soulever une injustice. Injustice par rapport à quoi? Par rapport à ceux-là qui ont combattu, par rapport à ceux-là qui se sont donnés corps et âme pour que nous puissions avoir cette assise, pour que nous puissions également obtenir les victoires, ces victoires-là parmi lesquelles se trouve la démocratie aujourd'hui. Mais une fois la victoire obtenue, nous avons la démocratie que nous en parlons, nous en sommes fiers. Une fois la démocratie obtenue, on a oublié ceux-là qui se sont battus pour nous aider à avoir cette démocratie-là, et il dit que c'est une injustice. Il faudrait donc reconnaître à ceux-là ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est normal. Et donc vous voulez parler de la vis-à-vis donc des communistes. Oui, il faut savoir, il faut leur rendre honneur, il faut honorer ceux-là qui se sont battus pour que nous en arrivions là. C'est normal, pas n'importe quel moyen que ce soit, mais il faut savoir le faire, parce que lorsque vous rappelez, j'étais peut-être pas mis, mais dans mes récentes lectures, j'ai eu à comprendre que ces gens-là, c'était des gens qui étaient prêts à tout pour faire face au régime, la pseudo-révolution qu'on a vécue, qui s'était passée dans notre pays. Donc à tout moment, il faut savoir le faire ça. Il faut le faire dans la modération et autres pour que ça ne réveille plus d'autres démons. Donc c'est ce que je vais... Je sais que vous avez beaucoup à dire. Hein. On va malheureusement finir là parce que voilà, le temps est parti. Et je vais ajouter... oui, on a fini. Vous allez ajouter une autre fois. Maroufou Boussari, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi. Éric Ouourou, on va vous retrouver certainement. Certainement, voilà. Après nous, vous suivrez votre feuilleton Les Filles de la Mafia. Vous n'oubliez pas, en nouvelle diffusion Palabre citoyenne, vous avez rendez-vous avec Stanislas Benoukou à moi, c'est à 23h pour raconter ta journée. Agréable suite des programmes sur nos antennes.